Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour notre émission spéciale élection régionale des 20 et 27 juin avec la liste Sentinelle Guadeloupe, une liste conduite par Éric Coriolan. Pour vous présenter rapidement cette liste, il y a tout d'abord, bien sûr, la tête de liste Éric Coriolan, qui est chef d'entreprise en 2007. Il a été le porte-parole de François Bayrou, qui était à l'époque UDF. Et puis de 2014 et aussi en 2020, il a accompagné Rémi Senneville au municipal de la commune de Goyave. Erika Sénoage, de ce côté du plateau, est consultante en ingénierie sociale. Elle n'a aucun parcours politique. À ses côtés, Raymond Otto, un homme que vous connaissez bien, qui a eu l'occasion de faire de nombreux plateaux télé. Il est sociologue, anthropologue. Il n'a aucun parcours politique. Flavie Danois, juste à ses côtés, infirmière retraitée. Elle a eu un petit parcours politique, on va dire. C'était pour les cantonales. C'était un petit coup comme ça, un petit coup d'épée dans l'eau, on va dire. Rudy Manin est ingénieur télécom réseau. C'est un homme du PS. Il a été au cabinet de Victorin Lurel, directeur de campagne d'Olivier Serval lorsqu'il était encore au PS et en 2020, secrétaire général du comité de soutien pour la campagne des municipales d'Éric Jalton. Claudia Colville est assistante sociale. Elle n'a aucun parcours politique. Et dernier invité, Jean-Jacques Houblon, directeur au Pôle emploi. Il a eu un parcours en 2014 et aussi en 2020 au municipal. Il était aux côtés de Rémi Senneville et toujours pour cette commune de Goyave. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Je débuterai avec vous, Éric Coriolan, Sentinelle Guadeloupe. J'y arriverai tout à l'heure, mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde, il y a Pays Guadeloupe, il y a nous, il y a Sentinelle Guadeloupe. Qu'est-ce qui vous différencie en fait? La seule liste citoyenne. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous l'avons dit, c'est une démarche citoyenne qui est partie d'un collectif citoyen. Volontairement, nous n'avons pas voulu créer un parti politique avec tout ce que ça implique. Pour nous, qui est une lourdeur. Et après, c'est une démarche exclusivement citoyenne. On veut vraiment garder cet esprit citoyen et ça se trouve également dans le projet où on tient vraiment à impliquer les citoyens et les faire pénétrer dans l'Assemblée régionale. Donc aujourd'hui, vous dites « je suis anti-parti politique ». Non, ce n'est pas anti-parti. C'est une démarche hors des partis politiques. Je n'ai aucune aversion particulière contre un parti politique. Il faut que des partis existent. Le constat qu'on fait en tout cas aujourd'hui, c'est que le jeu des partis a plombé la Guadeloupe. Ça, là-dessus, c'est un constat et un diagnostic qu'on tire, mais ça n'est pas être viscéralement anti-parti. Aujourd'hui, lorsque nous nous positionnons hors ce qu'on appelle les jeux des partis politiques, c'est suite au constat que nous avons fait de cette alternance, comme ils l'appellent, qui depuis des années, l'un remplace l'autre, le rouge, le bleu, la droite, la gauche, et on ne voit aucune évolution, aucun changement dans le pays. Est-ce que le parcours que vous avez eu aux côtés de François Bayrou a été pour vous enrichissant? Est-ce que vous regrettez ce parcours? Comment vous analysez avec le recul? Non, je n'ai jamais rien regretté de tout ce que j'ai fait. Alors, c'était un parcours assez clair. C'était pendant l'élection présidentielle. On s'est retrouvé avec d'autres autour de François Bayrou dans une démarche surtout qui était de s'opposer au sarkozysme tel qu'il était dans sa virulence quelque part. Et au niveau national, c'était Bayrou qui représentait un peu cela. Mais c'était juste ce parcours-là qui nous a permis ici, nous commencions à nous intéresser un peu à la politique, se retrouver au présidentiel à côté de Bayrou, ici. C'était une façon de s'opposer à la politique liberticide et déjà assez autoritaire de Nicolas Sarkozy qui s'installait en France. Alors, la population guadeloupéenne dit, oui, il y a de la fraîcheur pour cette élection, il y a des gens qu'on n'avait jamais vus, des gens qu'on n'imaginait pas aller aux élections. Et ces listes que j'ai déjà eu à recevoir disent, oui, mais nous sommes pour la Guadeloupe, nous sommes aux côtés des Guadeloupéens, rien que la Guadeloupe, pas de parti politique, nous sommes Guadeloupéens et les Guadeloupéens avant tout. Est-ce votre discours ?
Oui, à côté des Guadeloupéens, je pense qu'il y a de nombreuses listes cette année. Et je pense que le constat que nous faisons, nous n'avons pas l'exclusivité de ce constat, je pense. Hein. Lorsqu'on voit la défiance qui existe aujourd'hui des Guadeloupéens vis-à-vis de la gestion même politique qui a eu lieu jusqu'à aujourd'hui, il y a une défiance énorme qui existe et qui a généré peut-être cette profusion de listes. Donc on regarde un peu, on regarde ce qui se passe. Il y a effectivement cette défiance qui a généré ces actions politiques. Les Guadeloupéens, oui, nous symbolisons quelque part. Alors Sentinelle, oui, parce que nous avons été sur plusieurs dossiers à côté des Guadeloupéens. On a beaucoup dénoncé sur l'eau, sur les radars tourelles. Oui. Alors, c'est pas les radars. On n'est pas contre les radars. C'est contre la centaine de radars tourelles. Il faut vraiment faire une distinction là-dessus. Il faut de la sécurité routière, mais habiller le pays de 100 radars tourelles, un tous les 10 km, c'était trop. Donc, on a fait ça. Et la gestion de la crise Covid, on y était dedans. Donc on s'est retrouvés, on a eu un écho du ressenti de la population. Et dire qu'on est à côté des Guadeloupéens, on n'a pas la prétention de dire qu'on l'est plus que d'autres, mais je pense qu'on a une forte adhésion. Et même aujourd'hui, lorsqu'on part en campagne, on se rend compte sur le terrain que les Guadeloupéens ont vraiment besoin de cette expression électorale du ressenti populaire. Quand avez-vous pris la décision d'aller aux élections ? On en discutait avec Wezi Manet, on n'arrive pas à fixer la date vraiment. Je pense que c'était après le confinement. Je pense que c'est à la fin du confinement, le premier confinement, lorsqu'il a été levé, et avec d'autres personnes d'ailleurs qui sont en sentinelle toujours avec nous et qui n'ont pas choisi l'option politique, je leur ai dit la seule façon qu'on aura de se faire entendre, parce qu'on protestait sur un certain nombre de sujets, j'aurais expliqué qu'on a vu dans le passé beaucoup de protestations qui sont restées vaines, parce qu'en réalité, tant que les acteurs politiques ne sont pas bousculés dans ce qu'ils considèrent en fait comme un jeu, ils ne bougeront pas. Donc il faut que les citoyens qui ont pris conscience s'organisent en action électorale pour aller jouer un peu dans cela, mais de manière sérieuse. Donc c'est pour ça qu'on s'est entouré d'un certain nombre de compétences, avec Raymond, avec Erika Senoage, Flavie Duflo qui a une compétence sur l'eau et qui est très très active sur le dossier de l'eau, présidente d'une association. Et voilà, on s'est entouré d'un certain nombre de personnes par respect des Guadeloupéens. Il ne s'agissait pas de dire parce que Coriolan proteste sur les réseaux et qu'il a un impact et une certaine notoriété, entre guillemets, il pouvait aller au régional. Ça n'est pas ça. C'était une chose, la protestation. Maintenant, présenter une liste régionale, ça répond à d'autres critères. Il fallait qu'on s'entoure de compétences, décliner alors on n'appelle pas programme, mais un plan d'action, parce qu'on est dans l'urgence. On ne veut pas, comme ça se fait traditionnellement dans les élections, distribuer un programme de 15, 20, 30 pages qu'on ne pourra jamais réaliser. On a des actions concrètes sur lesquelles on va revenir ce soir. On a un plan d'action immédiatement pour les sujets qui concernent le quotidien immédiat des Guadeloupéens. Êtes-vous ici pour dénoncer la gestion du président sortant, Harry Chalus ? Non, c'est pas dénoncer. Là, on est aux élections. C'est pas le terme de dénoncer n'est pas véritablement adapté. Aujourd'hui, il faut pointer du doigt les dysfonctionnements, les manquements, les choses qui ne sont pas réalisées. Quand on regarde le bilan du président Chalus, on se rend compte que c'est beaucoup de promesses, beaucoup de projets, beaucoup de chantiers entamés, mais qui ne sont pas terminés ou qui n'ont même pas commencé pour certains, et qui sont inscrits dans un bilan, en tout cas ce qui est présenté comme un bilan. Donc, on n'est pas vraiment dans la dénonciation. C'est vrai qu'on parle fort, parce que c'est une habitude qu'on a perdue malheureusement en Guadeloupe, de parler fermement, mais on n'est pas dans une guerre ouverte. On critique fermement l'action de la majorité sortante, mais ça n'est pas dans un esprit de... comment vous avez dit le terme que vous avez utilisé ? Dénoncer. Oui, c'est pas vraiment de la dénonciation. C'est vraiment pointer du doigt les dysfonctionnements, les manquements, les faiblesses, parce que c'est un pouvoir qui a été faible. C'est une collectivité qui a été très faible pendant 6 ans. Et ça, tous les Guadeloupéens sont unanimes à le reconnaître. C'est surtout ça, c'est cette démarche-là, et non pas dans un esprit de guerre, de dénonciation. Non, on n'est pas dans la calomnie ou la dénonciation, mais il y a vraiment des sujets pointus qui ont manqué à la Guadeloupe et qui, si on ne les règle pas aujourd'hui, vont laisser des traces pérennes. Merci. Maintenant, Erika Senoage, donc pas de parcours politique. On peut dire que vous avez été séduit par le discours de Sentinelle Guadeloupe. Je dirais même, Boissé, que ça a été un double cheminement. Dans un premier temps, c'était d'abord la voix de la citoyenne
qui résonnait de plus en plus fort, en me disant comment est-ce possible de continuer à assister à tout cela sans réagir. Comment est-ce que je vais pouvoir continuer à vociférer dans ma cuisine, sur mon balcon, avec les amis, avec la famille, sans... Ça veut dire quoi dans votre cuisine? Des choses qui ne sont pas entendables sur un plateau. Ah. et parallèlement, effectivement, de manière fortuite, j'ai rencontré Monsieur Manin, Rudy Manin et Éric Coriolan, qui effectivement ont finalement fait écho à ces choses que je ne dirai pas là ce soir. Et qui vous ont entendu de votre cuisine, certainement? Très probablement, oui. Oui. Vous pensez il y a eu une convergence, une osmose, voilà. On pourrait utiliser le terme qu'on voudrait dans ce sens-là, mais il s'agissait vraiment de se dire, mais qu'est-ce que je fais pour moi et pour ceux qui me suivent, pour ceux qui viennent, les plus jeunes, pour ceux qui sont déjà devant moi, les plus âgés, qu'est-ce que je fais? Alors, est-ce que, justement... être à la région, si vous êtes élu, vous pourrez, on va dire, activer tous les leviers qui vont vous permettre de ne plus dire ces choses dans votre cuisine? Je dirais, et cela me permettra de compléter la réponse d'Éric Coriolan. Aujourd'hui, pour moi en tout cas, le temps est venu de la construction, de la co-construction, de la reconstruction, et sans paraphraser, de continuer à avancer. Il est vraiment temps, et je pense que nous en avons la volonté en fait. Nous avons cette volonté ferme de faire des propositions concrètes. On n'est plus dans l'abstrait, on n'est plus dans les jolis termes qui font joli, simplement joli, en disant ah oui ça pourrait être intéressant. On n'est plus dans simplement, c'est pas une question de séduction par les mots, par. Alors j'ai entendu un monsieur dire hier c'est pas la cravate qui fait l'homme. Pour nous, pour Sentinelle Guadeloupe, il est temps d'agir et de réagir pour proposer quelque chose de différent. Merci Raymond Houteau. Alors Raymond Houteau, aucun parcours politique. Pourquoi ce déclic, puisqu'on connaît votre discours, votre franc-parler et aussi votre vision de la Guadeloupe. Vous en avez beaucoup parlé sur des sujets précis. Alors, pourquoi avoir, vous vous êtes dit, bon, je vais aux élections? Non, pas du tout. Je m'étais déjà parjuré lors des dernières municipales à Jeux Habitants. Donc... avec le candidat que vous connaissez, puisqu'il est maire aujourd'hui, donc Jules Houteau. Pourquoi parjurer? Parce qu'en fait, je n'aime pas ne pas tenir mes promesses. Mais en même temps, je suis un écorché. Donc en fait, un écorché, à un moment donné, il arrive à se parjurer. Donc en fait, ça m'a servi de point zéro. Après, le parcours de Sentinelle, je m'en inquiétais un peu. Non pas simplement dans les dénonciations, mais dans la construction, parce que derrière la dénonciation, il y avait quand même une vision sur les choses à prioriser pour ce territoire. Et c'est vrai que lors de notre dernière rencontre, puisque vous avez oublié de dire mes sarcasmes et ma satire à l'égard des politiques, et que je salue d'ailleurs, parce que c'est grâce à eux si je suis, parce que si ce n'était pas mauvais, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc quelque part, ils ont contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des sentinelles. Et je reviendrai simplement sur la sémiologie du groupe. Hein. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui garantit les libertés pendant que le citoyen dort. D'accord? Et donc, en fait, je réponds à la deuxième question que vous ne m'avez pas encore posée. Arriver à la région, oui, il nous faudra effectivement nous mettre au travail, mais je garde à l'esprit quand même qu'il y a un personnel à la région qui est qualifié en fonction des domaines de compétences qu'on va devoir mettre en exergue et qu'il ne faut pas oublier que c'est l'alchimie entre la vision de la population, ce professionnalisme qui est là, qui est en attente, qui n'aura pas été utilisé à 100%. Et ça, on pourra effectivement... Les Guadeloupéens dorment? Si, on a dormi pendant quelques années. Je dis on parce que je m'associe, puisque jusqu'à maintenant, j'étais de l'autre côté de la barrière à faire du conseil, c'est vrai, à faire des interventions d'éclairage technique sur la société, sur pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et je m'étais spécialisé effectivement dans le fait de discuter avec des personnes sourdes, puisqu'en fait on s'est bien rendu compte, ça fait quand même 22 ans que je suis rentré en Guadeloupe à professer.
Lorsque j'ai vu que ça ne marchait pas avec les politiques, donc j'ai commencé à travailler avec les groupes citoyens, les groupes religieux. Votre discours n'était pas audible? Non, c'est pas que mon discours n'était pas audible, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai grandi avec des valeurs. Et l'une des premières valeurs que j'ai reçues de mes grands-parents et de mes parents, c'est la convoitise, l'absence de convoitise. Ça ne m'intéresse pas. J'aurais pu, comme la plupart de mes amis qui sont en poste aujourd'hui et qui sont inquiétés par la justice, me pourfendre dans l'argent, dans les valeurs, enfin les valeurs pécuniaires des biens. Ça ne m'intéressait pas. En fait, lorsque je vous disais que je suis un écorché, c'est-à-dire que je crois qu'un individu peut s'investir pour sa cité sans contrepartie. Et c'est cette action et cette volonté citoyenne qui m'intéresse. Beaucoup de gens vont vous dire effectivement que je suis ingérable, et ils ont raison, parce qu'en fait, lorsque vous allez tenter de me proposer quelque chose qui ne va pas avec mes valeurs, de deux choses. Soit je serai courtois et je ne vais pas vous le faire regretter, ou soit je vais être de mauvaise humeur et je vais vous faire le regretter. Parce qu'en fait, je pense qu'on peut construire une société autrement que par la duperie, que par le stupre, ou comme par la convoitise, parce qu'en fait, c'est ce qui nous a conduit. Alors, on dit que lorsqu'on a goûté au fauteuil du pouvoir, les choses changent, les idées changent, la posture change. C'est vrai, mais je vous renverrai à ce que disait Montesquieu, que le digne fruit du pouvoir, c'est l'abus du pouvoir, et qu'il ne faut jamais laisser un seul homme concentré avec des pouvoirs parce qu'il aura tendance à en abuser. On en a fait l'expérience avec les différents présidents de région et le conseil départemental qu'on a eu. Donc, il faut ce contrôle de la société. Et c'est le discours que je tiens depuis tantôt, c'est-à-dire en fait, moi je dis toujours que le contrôle, la confiance n'exècre pas le contrôle. C'est-à-dire que je peux effectivement m'investir et vous mettre aux élections, il n'y a pas de souci. Mais il faut que je puisse avoir un regard sur ce que vous faites. Parce que, et je termine par là, ce qu'on oublie toujours, c'est que les sommes qui ont été détournées, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour toutes les infrastructures, ce seront même les impôts des Guadeloupéens. Et en cela, je disais effectivement qu'ils dormaient. Merci. Merci Raymond Otto. Flavie Danois. Donc, pourquoi Sentinelle Guadeloupe? Ben, c'est un choix très... Parce que je suis les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de combat. En fait, quelqu'un qui est assez rebelle, comme dit Otto, par rapport à un certain nombre de choses. Et quand on a cette manière d'être, et quand on a vécu tous les combats que j'ai eu l'occasion depuis mon retour en Guadeloupe en 84 ou 83, donc j'ai trouvé ça vraiment, et je me suis dit peut-être, parce que je suis quelqu'un aussi qui fait confiance à l'homme, à l'être humain. Et je me dis qu'un être humain ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi parce que les autres ne disent rien ou que nous sommes des taiseux. Et à partir de ce moment, lorsque j'ai entendu Éric prendre position, ne serait-ce que pour les radars, et qu'alors qu'on n'avait pas entendu, il n'y a personne qui a, même les personnes qui étaient en poste, ils ne se sont jamais, ne serait-ce qu'on ne les a pas entendus par rapport à ça. Et je trouvais que c'était nécessaire, c'était le moment ou jamais de réagir. On parle de ceci, de cela. À aucun moment je n'ai entendu le peuple guadeloupéen voilà, se dire on ne peut pas accepter ça. Comme beaucoup d'autres choses, puisque depuis donc mon on peut dire aujourd'hui qu'on a une population passive, une population qui ne se met pas debout. Une population taiseux. Non seulement ils ne se mettent pas debout, mais ils sont taiseux. Parce que pourquoi ils sont taiseux? Ils entendent, vous avez sous les radios, antérieurement, les gens, il n'y avait pas la radio, il y avait un manque d'information. Mais les gens, même s'il n'y avait pas l'information qu'on nous proposait, mais les parents allaient parler entre eux et prenaient des positions, ne serait-ce qu'ils étaient peut-être, soi-disant, moins intellectuels que nous, mais ils étaient intelligents. Et à partir de ce moment-là, ils prenaient des décisions qui, comme moi, ne nous a desservis. Alors qu'aujourd'hui, les décisions qui ont été prises n'ont jamais servi le peuple. Pour l'eau, pour donc plein vous de êtes choses. sentinelle rebelle? Je suis sentinelle. Je ne dis pas sentinelle rebelle, mais je dis que le discours de sentinelle, le comportement de sentinelle, d'être, comme on dit, vertical, m'a plu. Et je me suis dit, si c'est le dernier combat, parce que j'ai un certain âge, tout le monde me connaît, les gens me connaissent, le dernier combat sera ce combat, de manière à mettre les choses sur les rails. Et comme dit celui qui est Otto, Raymond, je dis souvent, comme on dit en créole,
empoudré. Comment on dit? Il y a un proverbe qui dit, un proverbe qui dit, un proverbe qui dit, en tout baigné, tout poudré. Tout baigné, tout poudré, c'est-à-dire que vous n'attendez rien de quiconque. Parce que je n'ai jamais attendu quelque chose. Et aujourd'hui, on attend le respect, on attend la restauration, on attend qu'on nous donne la place. Et je suis entourée de jeunes qui pourront mettre sous les rails ce pays et dire aux gens, c'est fini, nous n'acceptons plus les choses. Merci Flavie Danois, Rudy Manin. Donc, alors, vous avez eu un parcours, on va dire, particulièrement intense au niveau du PS. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes encore PS à l'intérieur de Sentinelle Guadeloupe, ou est-ce que vous vous êtes dit le PS, je bannis et je vais aux côtés de Sentinelle Guadeloupe? Ce serait antagoniste que ce soit encore PS à l'intérieur de Sentinelle Guadeloupe. Pour une raison bien simple, c'est que apparemment, le PS a des personnes sur toutes les listes. Pour une raison simple, je ne suis plus PS. Pour une raison simple, je vais vous le dire très sincèrement, c'est que nous avons constaté qu'il ne s'agit pas que du PS, mais pour le développement de la Guadeloupe, nous ne pouvions pas être adossés aux grands partis français. On n'est pas fâché avec eux, mais la réalité, c'est que quand vous concevez un plan de développement, vous le concevez pour la majorité de votre peuple. Les Français sont 60 millions. Nous sommes 400 000. Est-ce que vous croyez que quand ils conçoivent le plan de développement, ils le conçoivent pour les petits 400 000 que nous sommes? Mais au PS, vous étiez sincère, vous étiez investi d'une mission. Vous avez accompagné, on va dire, des ténors de la politique. J'ai fait plus que ça. Donc, oui, vous avez fait plus que ça. J'ai créé Ecosabim, j'étais directeur de campagne d'Olivier Servat, je viens de faire la campagne. Je me suis investi totalement et j'y croyais. Mais à un moment donné... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette rupture? À un moment donné, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de solution dans ce dispositif. Ce n'est même pas une question de personne. Je n'ai aucun souci avec Victorin Lurel, je n'ai pas de souci avec Eric Jalton, ce sont des amis, voilà. Mais derrière, ils n'ont pas de solution dans le système où ils sont. Et ça, ce qu'on pourrait leur reprocher... Est-ce que vous ne serez pas dans le même système? Ah, pas du tout, puisque nous, on est adossés à aucun parti. On est Guadeloupéens, on est citoyens guadeloupéens et on prend en compte les intérêts des Guadeloupéens. Ça veut dire que jusqu'ici, toutes ces personnes n'avaient pas pris en compte l'intérêt supérieur des Guadeloupéens. Parce que, et c'est simple, parce que lorsque vous voulez prendre en compte, j'ai vu ces personnes avoir cette envie, cette démarche, mais à un moment donné, on vous dit, oh, top là, beaucoup moins. Là, tu rentres dans un domaine où cet intérêt devient concurrent avec l'intérêt du plus grand nombre français. Et donc, ça pose problème. Et tu ne peux plus défendre tes intérêts, les intérêts de ton peuple, les intérêts de ta population, dans ces conditions. Mais pourquoi ces personnes ne sont pas parties, n'ont pas fait autrement, si vous pensez que c'est bloquant? Parce qu'au-delà des intérêts du peuple, il y a des intérêts de confort. Ça veut dire des intérêts personnels? Bien entendu, j'y arrivais. Il y a des intérêts personnels. Il y a aussi des intérêts que vous pouvez mettre en œuvre pour vos parents, pour vos amis. Et ça, c'est puissant, puisque vous devenez, en fait, individualiste. Est-ce que vous avez bénéficié de tout ça, puisque c'était vos amis? Alors, je vais vous dire très simplement, quand j'étais en région, j'étais en dispo de la banque en tant que 4 Nous avons aligné mon salaire sur mon salaire de 4 Donc là-dessus, je n'ai pas bénéficié. Par contre, je suis reconnaissant d'une chose. C'est que ça m'a permis de comprendre comment ce système-là fonctionnait, ça m'a permis de comprendre comment ce monde de pouvoir fonctionne, et ça m'a permis de voir comment ce monde de pouvoir lésait la Guadeloupe. Merci Rudy Manin. Claudia Colville, aucun parcours politique? Aucun. Oui. Alors le déclic, il a été fait comment? Comme M. Coriolan l'a expliqué tout à l'heure, la liste Sentinelle, c'est avant tout des citoyens. Et des citoyens qui manifestent l'envie d'un changement, des citoyens qui se réveillent, des citoyens qui osent dire les choses, des citoyens qui ont des idées, des citoyens qui ont des analyses et des citoyens qui ont besoin d'un changement. Et à vrai dire, comme le disait ma colistière tout à l'heure, Erika, je n'étais peut-être pas dans ma cuisine, mais j'étais moi aussi
un peu dans l'observation en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai un petit garçon de 8 ans, j'ai une jeune fille de 15 ans, et je me projette, j'essaye de m'imaginer l'avenir en Guadeloupe, puisque moi j'ai vécu longtemps sur la métropole. Et mon souhait, c'était vraiment de retourner chez moi en Guadeloupe et de vivre bien et de me sentir bien chez moi. On parle très souvent de jeunes qui ne reviennent pas. Et je vous assure qu'une fois qu'on est happé par l'extérieur, on a du mal à revenir. Ça n'a pas été le cas pour moi parce que quand je suis revenue, ça devait être en 2001, il y avait encore cette attractivité en Guadeloupe qui me parlait, avec lequel je faisais corps finalement, et je me reconnaissais en mon pays. Et je reviens à ce que je disais, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. En 20 ans, qu'est-ce qui a changé? 20 ans, c'est beaucoup et en même temps peu. Et je pense qu'en 20 ans, il n'y a pas eu de nouvelles propositions, de force de proposition. Et je pense très certainement qu'on n'a pas su évoluer avec l'évolution de la société, du monde. On a fait avec ce qu'on avait l'habitude de faire. Et malheureusement, je pense qu'on a beaucoup brodé et on a aussi beaucoup mis des œillères, à mon avis. Et il est temps que ça change. Et Sentinelle pourra faire changer les choses? Mais certainement, on en est sûr. On en est sûr, on a confiance en la population. On les a rencontrés sur le terrain. Moi, par rapport à ma profession, j'ai à me déplacer, à rencontrer la population qui est en grande souffrance depuis des années. Une population dans une situation de précarité qui est quand même très importante et qui viennent vers moi en me disant Madame Colville, on vous a vu dans Sentinelle, c'est bien, c'est un mouvement engagé. Donc je pense en effet que Sentinelle fait écho, pas seulement pour nous qui sommes sur le plateau, mais pour l'ensemble de la population qui attend un changement. Merci Jean-Jacques Coublon. Donc, vous étiez au municipal de 2014 à 2020. Alors, pour vous, c'est une continuité? Tout d'abord, permettez que je dise bonjour aux téléspectateurs de Canal 10 et aux Facebookers de Canal 10 aussi, dans le monde. Alors, continuité, oui et non. Quand je me suis engagé avec Sentinelle, dans un premier temps, c'est parce que c'est un mouvement où Éric Coriolan, que je connais, c'est un homme de respect, qui a la rectitude, la dignité. On peut dire que vous avez eu le même combat. On a été, disons, effectivement les mêmes combattants et c'est pour ça qu'on se retrouve. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. C'est pour ça qu'on se retrouve et il n'y a pas de hasard. On a effectivement travaillé avec Rémi Sainte-Ville à Goyave sans famille. Il vous soutient sur cette élection? Tout à fait. Sauf que malheureusement, il a été malade. Donc, il ne peut pas s'impliquer. Mais c'est notre ami, très proche. Donc, sur Goyave sans famille, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, pourquoi Sentinelle? Mais c'est la seule. La question ne doit même pas se poser pour aucun Guadeloupéen. Pourquoi? Quand on parle de Sentinelle Guadeloupe, c'est pour que chaque Guadeloupéen soit une sentinelle. Parce qu'aujourd'hui, et notre ami Raymond l'a bien dit, effectivement, malheureusement, le système a fait qu'on nous a endormis. On nous a endormis et les choses se font, finalement. On s'en contente de notre quotidien. Mais entre-temps... Avec quoi est-ce qu'on nous a endormis? Mais on a cherché, on n'a pas trouvé. Mais en tout cas, certainement, avec le fait qu'ils n'ont rien fait, il n'y a pas eu de projet pour la Guadeloupe. Il n'y a pas eu de projet pour la Guadeloupe. Et aujourd'hui, le résultat de tout cela, c'est qu'à un moment donné, nous, qui analysons, qui observons, moi qui suis au contact avec ce nombre de personnes, de par ma profession, je me dis, mais nous ne pouvons pas rester sans bouger, nous ne pouvons pas rester comme cela. Car aujourd'hui, il s'agit vraiment de sauver la Guadeloupe et ça peut se faire qu'avec des citoyens engagés. Qu'avec des citoyens engagés. Donc, on a bien compris que vous êtes engagés et nous en saurons un petit peu plus tout à l'heure. Nous marquons une courte pause et nous revenons avec nos invités pour la deuxième partie de cette émission.
Voilà, nous revenons avec vous pour cette deuxième partie d'émission et bien sûr la troisième partie avec vos appels. Nous débutons donc avec les thèmes qui ont été piochés au sort. Hein. Ça sera avec vous. Ça sera avec vous. Ou si vous préférez, on commence de l'autre côté du plateau. Ça va? Oui, on y va. Allez-y. La déontologie en politique. Oh, joli. Alors, la déontologie en politique. Aujourd'hui, lorsque vous regardez tout ce qui se passe, lorsque vous entendez, lorsque vous lisez sur les réseaux sociaux, est-ce que vous vous dites que la politique, c'est vraiment une histoire de magouille, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus vil, de plus sale, de plus tous les mots qu'on peut mettre dessus? Et est-ce que ce sont ces mots-là que vous disiez dans votre cuisine? Non, on n'y est toujours pas à ce que je disais dans ma cuisine. Je dirais que ce sont certains qui en ont fait ce que l'on voit et ce que l'on entend aujourd'hui. Certains ont sali, certains ont détourné l'idée première, puisque si l'on revient à la définition de la politique, il s'agit de l'intérêt que l'on porte aux choses de la cité. Donc, a priori, s'intéresser à la politique reviendrait simplement à s'intéresser à un débat d'idées, à un débat de propositions pour améliorer notre environnement, pour améliorer notre quotidien. Sauf que, par ailleurs, il y a des notions de pouvoir, de légitimité, je ne sais pas si je peux parler de crédibilité, d'argent. Des passe-doigts s'installent, des alliances, et finalement on s'éloigne petit à petit de cette notion de déontologie en politique. Ce qui est bien dommage, et ce qui, à mon avis, renforce le taux d'abstention que l'on a déjà connu et que l'on connaîtra probablement là pour les prochaines élections régionales. Est-ce qu'on peut généraliser les choses? Est-ce qu'on peut dire que lorsque vous regardez nos élus, on peut dire que il n'y a vraiment pas de déontologie en politique? Ça n'est pas moi qui le dirai, Madame Moissé, c'est l'actualité. Simplement l'actualité. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'aller chercher, il n'est pas nécessaire d'enquêter pour découvrir un tel a fait ceci, a dit cela, n'a pas fait, n'a pas dit. L'actualité révèle d'elle-même, avec les noms, avec les dossiers, avec les années, qui a fait quoi, comment, et parfois on sait même le pourquoi et le pour qui. Alors, est-ce que les Guadeloupéens peuvent vous faire confiance, vous à Sentinelle, et sur quoi ils peuvent s'appuyer pour se dire que vous serez différent? Dans justement le projet que nous avons élaboré, pour pallier cette notion de confiance, de défiance et rester dans un cadre déontologique, alors mes collègues ont eu l'occasion de le dire, cette notion de rectitude, de verticalité, nous proposons justement la mise en œuvre d'un conseil citoyen avec des citoyens tirés au sort pour pouvoir suivre avec des tableaux de bord, l'actualité, les actions qui sont mises en œuvre par Sentinelle Guadeloupe à la région. Je crois qu'il n'y a pas meilleur moyen de mettre en œuvre la participation citoyenne et de s'assurer que chacun fera ce qu'il a dit qu'il fait. Ouais. Donc la population pourra vérifier et pourra sanctionner aussi? Oui. Alors, la population pourra vérifier et sanctionner. Et en interne, nous avons aussi réfléchi à une charte de fonctionnement, de sorte que si demain, aujourd'hui, la tête de liste, c'est Éric Coriolan, mais si demain, moi, Erika Sénoage ou Jean-Jacques Houblon ou Rudy Manin, nous nous rendons compte qu'Éric Coriolan a changé d'avis, ou il a respiré de l'éther, ou quelqu'un lui a proposé quelque chose qui ne correspond pas à l'esprit Sentinelle et qui fait qu'il s'écarte peu à peu de ce que nous avions projeté dans la mise en œuvre des actions, nous nous réservons le droit de l'arrêter et de proposer une autre candidature à la tête de la région. Merci Erika. Si je peux Sénoage. Par rapport à la déontologie, il faut saluer la présence en Guadeloupe, désormais, de l'association Anticorps,
avec M. Mercier, que s'il me regarde, on s'en excuse, on n'a pas encore pu répondre à son mail, mais c'est une association qui est présente et qui lutte contre la corruption dans le monde politique et qui a proposé à chaque candidat de signer une charte, de remplir un déroulé du code de déontologie au niveau des élus que nous allons signer. C'est juste parce que nous sommes la tête dans le guidon en campagne, on ne s'est pas encore retourné vers lui, mais c'est une bonne initiative qui est présente aujourd'hui ici, qui a mené beaucoup d'actions au niveau français, au niveau national, au niveau hexagonal, sur beaucoup de dossiers qui sont sortis, on ne va pas les étaler aujourd'hui, mais il faut saluer cette présence qui contribue à travailler sur la déontologie en politique. Merci. Raymond Otto. J'aime pas les biscuits chinois. Mais je vais quand même lire le petit papier. Le tourisme. Oui, là, ça me donne le profil d'un touriste. Le tourisme en Guadeloupe, c'est un sujet qui est à la fois intéressant parce qu'en fait, il est transversal. Alors, pas le tourisme comme on l'a fait depuis des décennies, c'est-à-dire proposer aux gens des formules défiant toute concurrence, alors que nous, lorsqu'on part faire du tourisme dans nos mondes, nous, on paie le prix fort. D'ailleurs, je profite pour questionner la continuité territoriale, parce que j'ai vu qu'il y a eu une espèce de flambée des prix pour pouvoir quitter la Guadeloupe. Je m'interroge. Mais ceci dit, pour le tourisme, lorsqu'on regarde d'où on est parti, d'où on est aujourd'hui, il est intéressant de voir que nous avons des reconnaissances quand même internationales, avec 2 baies, celle de Marie-Galante et celle des Saintes, qui font notre promotion. C'est intéressant. Mais en même temps, en interne, on a progressé, on a quitté le tourisme de masse des années 70, où effectivement l'État avait décidé de faire du gosier, de Sainte-Anne et de Saint-François, des plateformes de promotion des territoires dits d'outre-mer, à ce tourisme d'aujourd'hui qui est beaucoup plus écologique et qui je pense effectivement dans les actions que nous aurons à décliner, ce tourisme va s'inscrire dans nos valeurs, puisqu'en fait beaucoup plus respectueux de l'environnement, mais aussi beaucoup plus en adéquation avec ce qu'est le territoire, puisqu'en fait le tourisme a un avantage, c'est que certes il vous rapporte des devises, mais il a un inconvénient, c'est qu'effectivement quelquefois détruit votre environnement. Alors donc, justement, est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, vous n'avez pas l'impression que touriste égale danger? Non, là vous me faites un clin d'œil sur la gestion du Covid, mais non, bon, en fait, là, le Covid, il est parti en vacances. Donc, les touristes vont venir. Il est parti en vacances? Oui, parce qu'en fait, c'était déjà prévu dans l'organisation de la pandémie. Donc, là, aujourd'hui... Ah oui? Oui, on va réouvrir les frontières. Vous avez remarqué que ça correspond assez bien, puisqu'en fait, nos enfants seront en vacances. En même temps, le Covid est parti pour 2 mois. Et en fait, là, on va pouvoir effectivement relancer une activité. Plus sérieusement, nous avons fait le choix à la fin des années 70, donc je reviens sur un propos beaucoup plus sérieux, de faire du tourisme fer de lance de notre développement économique, en évitant de valoriser les ressources naturelles du territoire. Et moi, je reste persuadé aujourd'hui, et crois en termes de stratégie, que nous avons commis une erreur. Mais à l'époque, nous n'avions pas à prendre cette décision, parce que c'est l'État qui a pris la décision de faire de ce levier le moteur de notre développement. Alors, bien entendu, je vais me faire des ennemis, parce que les gens vont me dire qu'il y a toute une économie autour. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est le tourisme intérieur, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que beaucoup de Guadeloupéens ne connaissaient pas leur territoire et encore ne connaissaient pas leur archipel, parce que bien souvent, que ce soit ici ou sur d'autres plateaux, les gens parlent d'île de la Guadeloupe. Non, on est un archipel. Et on a un archipel, et c'est ce qui fait notre richesse. C'est-à-dire, ce qui se passe à Marie-Galante ne peut pas se passer aux Saintes, ne peut pas se passer à la Désirade, ne peut pas se passer à Anse-Bertrand. Et nous avons des atouts naturels de par notre histoire. Et donc, on a à travailler sur d'autres moteurs de développement du tourisme, qui sont des moteurs endogènes, que jusqu'à maintenant nous n'avons pas valorisés parce que nous étions sur d'autres paradigmes. Et je prends simplement l'histoire du territoire, c'est-à-dire l'histoire de la traite négrière, fait qu'aujourd'hui nous avons plein de sites qui ne sont pas valorisés, qui ne sont pas mis en avant, qui questionnent notre intérêt pour notre territoire, puisque nous avons des forts qui, certes, d'aucuns vont me dire, effectivement, nous rappellent que nous avons été occupés. Mais moi, je pense en fait qu'aujourd'hui, il faut que nous dépassions tout ça et que nous transformions, comme nous le voyons ailleurs, hein, dans certains pays, que ces vestiges-là soient valorisés
et permettre effectivement de faire rentrer des devises en organisant une économie, mais une vraie économie autour, c'est-à-dire avec des personnels capables de raconter l'histoire, mais aussi à développer justement toutes les connectiques qui sont autour de ces sites-là, c'est-à-dire souvenirs et histoire. Merci Raymond Otto, Flavie Danois. Non, juste Flavie Danois, et puis on va arriver à vous tout à l'heure. Quand on sera de votre côté, vous pourrez rajouter quelque chose si vous le souhaitez, au-delà de votre thème. Très bien. Alors, moi, le contrat de gouvernance concerté. Donc, moi, je dirais... Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que quand on Est-ce une bonne initiative? Je me méfie un peu. Je suis assez méfiante. C'est comme un mariage. Voilà, c'est comme un mariage. Au départ, tout va super. Vous donnez quitus, vous donnez tout ce que vous avez. Et après, quand vous grattez un petit peu, vous vous rendez compte que le choix que vous avez fait n'était pas un choix judicieux. Donc, quelque part, il y a de la méfiance parce que pour vraiment que ça soit concerté, pour vraiment que ça ait un certain impact, il aurait fallu que les choses se font exactement comme ce serait prévu. Non, mais en fait, alors c'est quand même, oui, Éric Coriolan, 2 secondes, c'est quand même un contrat qui dit aux Guadeloupéens, nous avons décidé de travailler ensemble, nous avons décidé de fonctionner ensemble. Non, c'est de la poule aux yeux, ça. Et c'est pour ça que je dis que je reste méfiante, puisque c'est pas nouveau tout ça. Ce sont de grands mots qui permettent encore de noyer le Guadeloupéen dans une espèce de, je dirais pas de fantasme, parce que le fantasme n'est pas réalisable, mais on peut toujours fantasmer à un moment donné. Mais quand on dit ça... Est-ce que ça permet de rêver? Ça fait certaines personnes. Guadeloupe. Ça permet à certaines personnes de rêver. Et ça fait voter. Ça fait, on se dit, bon, eh bien, on peut vraiment s'attendre à avoir de l'espoir. Alors qu'en définitive, quand vous grattez, vous vous rendez compte que ça n'apporte rien du tout. D'accord. Éric Coriolan, rapidement. 2 secondes pour préciser. Oui. En fait, on parle bien de la proposition d'Harry Chalus de faire un contrat de gouvernance concerté, mais on est en plein dans la démagogie politique. C'est-à-dire, en réalité, aujourd'hui, quand Harry Chalus dit ça, il veut simplement orienter les électeurs et donner une majorité au conseil départemental pour qu'il soit en hégémonie sur les 2 assemblées et pour faire de la politique politicienne. Mais encore une fois, c'est ce qui détourne les gens de la politique. Les gens ne sont plus dupes de cela. Aujourd'hui, tout le monde se rend bien compte aujourd'hui qu'à chaque fois, que ceux qui sont au pouvoir, surtout ceux qui sont au pouvoir, donc en l'occurrence le sortant, sortent de leur chapeau des initiatives comme ça, c'est toujours dans un but hégémonique de conserver le pouvoir. Aujourd'hui, il ne suffit pas qu'il conserve uniquement la région, il annonce qu'il veut pouvoir travailler dans une gouvernance concertée, donc ça suppose avec quelqu'un qui serait son ami au conseil départemental. Nous avons dit, lorsque nous serons au conseil régional, quelle que soit la majorité au conseil départemental, il va falloir qu'on travaille ensemble. On n'a pas besoin qu'il y ait un axe politique préliminaire qui consiste à dire qu'il faut des sentinelles au département pour que la Guadeloupe puisse fonctionner. L'intérêt de Guadeloupe suppose normalement que cela soit fait. Merci. Voilà. Merci Éric Coriolan. Rudy Manet. J'avais mis le papier Pardon? là, pour être sûr de ne pas le regarder. Oui, c'est tout petit. L'eau. Oh, C'est la vie. c'est la vie. Effectivement. C'est Flavie. Mais ça, et c'est Flavie. Oui. Donc, avant toute chose, je voudrais juste revenir sur les propos. D'ailleurs, l'eau fait partie de tout ça par rapport au développement du tourisme en Guadeloupe. Aujourd'hui, le Covid, ou la Covid, selon les gens, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, a transformé maintenant déjà l'offre touristique, la demande touristique. Par exemple, la plupart des touristes aujourd'hui veulent des expériences digitales enrichies. C'est-à-dire, avant de venir chez vous, ils voudront visualiser les sites, et etc., pour pouvoir savoir ce qu'ils vont faire. Après, il y a aussi ce qu'on appelle le slow tourisme qui est en train d'apparaître et qui prend une dimension différente avec les familles, où ils prennent le temps, où ils vont en forêt, etc. C'est vraiment des offres qui sont un peu différentes. Mais toutes ces offres, en fait,
dépendent de deux facteurs importants que l'on a remarqués ici, qui sont la couverture numérique. Une fois que vous n'avez pas Internet haut débit dans votre gîte ou dans votre petite maison que vous allez louer, le touriste va refuser ce logement. Ça, c'est le premier point. Et si vous n'avez pas de l'eau, ce sur quoi on va arriver, qui me permet de faire la transition, il va aussi aller ailleurs. D'ailleurs, massivement, il ira ailleurs. C'est-à-dire, la Guadeloupe est en train de perdre beaucoup de touristes à cause de ce problème d'eau récurrent sur des zones balnéaires importantes. Saint-François, Sainte-Anne, Gosier, et etc. Alors, quelles sont les propositions de Sentinelle Alors, Sentinelle Guadeloupe a étudié le problème de l'eau. On s'est dit que ce n'est pas possible. Ça fait 50 ans que ça dure. Un tel dit qu'il faut ci, un tel dit qu'il faut ça. On parle de 900 millions pour refaire les canalisations. Et encore, on ne sait même pas quel chemin les canalisations empruntent à certains endroits. Donc, peut-être qu'il y aura des maisons qui ont été construites entre-temps sur les canalisations. Donc, ça va encore augmenter le coût. Bon. Et pendant ce temps, le Guadeloupéen n'a pas d'eau dans son robinet. Et il souffre. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça parce qu'à Perrin, il n'y avait pas d'eau le week-end, souvent le soir, et tous les week-ends, il n'y avait pas d'eau. Vous ne pouvez pas recevoir les gens, vous ne pouvez pas vivre. En termes d'hygiène, c'est chiant, et etc. Heureusement, on n'a rien inventé. On passait tous devant, souvent, l'usine de traitement d'eau potable de Perrin qui a été construite il n'y a pas si longtemps. 1 an et demi pour construire cette usine. Le projet total, 5,3 millions. 5,3 millions avec des fonds FEDER, etc. Voilà. Et ce projet-là a résolu le problème d'eau dans les robinets de 20 000 foyers guadeloupéens. Donc, on n'a rien inventé. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Le problème d'eau aujourd'hui, il arrive que dans les robinets du particulier, il n'y a pas d'eau parce qu'il est pratiquement en bout de course. Une fois que la pression sera presque en bout de course, un peu avant, pour que tous les abonnés aient de l'eau, à ce moment-là, on construira des usines, si vous voulez, temporaires, quand on dit temporaire, des unités mobiles, très exactement, qui coûtent seulement 1 million d'euros. Alors quand je dis seulement, ça paraît beaucoup, mais sur un budget de 900 millions d'euros de la région, je crois qu'on peut prendre 1 million d'euros 3 fois, parce qu'il faudra en construire 3. On a étudié le problème, on a appelé les spécialistes, on a travaillé là-dessus. Et donc, on peut prendre 3 millions d'euros pour mettre 3 unités mobiles en Guadeloupe, pour mettre de l'eau dans tous les robinets des Guadeloupéens, sans pour autant attendre que l'on reconstruise tous les tuyaux. Alors la première étape, c'est ça. La Guadeloupe va demander le droit à l'expérimentation, la région Guadeloupe très exactement, va demander le droit à l'expérimentation pour pouvoir gérer cette histoire. Merci. Une fois, non mais c'est pas fini, il faut bien comprendre les étapes. On va Mais j'en ai pour 2 secondes. Une fois qu'on aura fini ça, à ce moment-là, on va mettre les unités. Une fois qu'on aura mis les unités, on pourra travailler sur la tuyauterie et la remplacer au fur et à mesure sans que le Guadeloupéen reste des années encore sans avoir de l'eau. Voilà l'idée. Et surtout sans payer. Merci. C'est important de le dire. Nous, Sentinelle, il est hors de question que les Guadeloupéens payent la dette du SIAG dans ce SMO. Ça, c'est clair. Merci. Quel est votre thème? Les relations avec l'État. Oui. Comment voyez-vous les relations avec l'État si vous êtes élu? Alors, c'est très vaste, les relations avec l'État, puisque de toute façon, nous vivons en Guadeloupe. En Guadeloupe, l'État dirige à travers les organismes d'État, sécurité sociale, agences régionales de santé, les régions, les départements. Donc, indirectement, nous sommes en relation avec l'État. Et aujourd'hui, Sentinelle Guadeloupe ne se positionne pas en disant on ne va plus avoir de relation avec l'État. Sentinelle Guadeloupe se positionne en disant qu'il va falloir qu'on travaille avec l'État, mais il faut que l'État travaille aussi avec nous. Une relation, c'est comme dans un couple. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des deux côtés un feedback, un retour, une écoute, un respect. Et on doit entendre le point de vue de chacun pour que ça fonctionne et pour que les relations
avec l'État fonctionne, il faut qu'en Guadeloupe, on sache déjà ce qu'on veut pour notre pays, pour qu'on puisse avoir des relations, je dirais... Est-ce qu'il s'agit de parler d'égal à égal avec l'État? C'est pas une question ni d'égalité ni d'inégalité. Je pense qu'il faut que la Guadeloupe arrive à faire comprendre à l'État que nous avons des particularités. Et malheureusement, bien souvent, l'État nous impose ses choix. L'État français nous impose ses choix. Alors, il y en a de bons, il y en a des moins bons, mais il y en a surtout qui ne sont pas adaptés à notre pays, à la Guadeloupe et à nos particularités. Donc il faut qu'on repense les relations avec l'État. Mais pour repenser les relations avec l'État, il faut qu'on ait une analyse intelligente de ce qu'on veut. Il faut qu'on puisse faire un état des lieux et avoir une analyse intelligente pour se faire entendre et pour se faire respecter. Entendre et respecter, vous dites. Éric Coriolan. Oui, Erika voulait préciser, mais par rapport aux relations avec l'État, c'est exactement ce que dit Claudia Colville. Une relation de partenariat, certes, pendant un certain temps, pendant que la Guadeloupe va étudier la possibilité d'un statut, il faudra évoluer un jour ou l'autre, puisque la France aujourd'hui est dans une décentralisation extrême. Mais effectivement, un respect mutuel. On va respecter les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui. Le cadre actuel permet de faire énormément de choses par le biais de la différenciation, de l'habilitation et tout cela. Mais on attendra en retour que la centrale parisienne nous renvoie le respect qu'on va lui accorder. Et aujourd'hui, ce qui manque, et par exemple, on peut prendre l'exemple, et ce n'est pas parce que c'est le sortant, qu'est-ce que ça a ramené à Richalus d'être l'AREM aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a rapporté à la Guadeloupe? Rien du tout. Mais c'était déjà le cas pour Victorin Lurel. Quand on est attaché à des partis, on est dans des démarches de partis politiques en France, les relations avec l'État deviennent compliquées. C'est pour ça qu'on explique, nous, à Sentinelle, c'est pour ça qu'on a choisi cette démarche de ne pas être dans un parti inféodé en plus à une démarche nationale. C'est qu'à chaque fois, on est contraint, Woody Manel a expliqué, par des considérations partisanes de partis nationaux. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous tenons à ce qu'il y ait aujourd'hui un respect mutuel dans le cadre actuel. Je pense qu'Erika voulait peut-être préciser. Oui, en fait, toujours dans la même idée. Aujourd'hui, les administrations sur ce territoire sont aux mains de personnes qui viennent de l'extérieur et qui ne connaissent pas nécessairement la réalité du territoire, soit parce qu'elles n'ont pas pris le temps de s'en imprégner, soit parce qu'elles s'en ont totalement éloignées, donc prennent des décisions, appliquent des décisions qui viennent de tout là-haut et qui ne sont pas adaptées à notre territoire. En face, nous avons un certain nombre de représentants du peuple qui vont tout faire pour plaire à ces administrés, à ces personnes qui sont dans les administrations, en oubliant qu'un mandat leur a été confié, un mandat de représentant du peuple et qui doit faire valoir l'intégrité, ce que le peuple leur demande. Et ce que Sentinelle Guadeloupe dit aujourd'hui, c'est que nous avons le devoir d'être associés au processus décisionnel. C'est simplement cela. Merci. Jean-Jacques Houblon. Préservation de l'identité régionale. Je crois que c'est bien ça, parce que... Bien. Alors, avant de préserver l'identité régionale, il faudrait déjà qu'on la construise, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, cela n'a pas réellement été fait. Et Raymond parlait sur la question du tourisme, justement, on doit pouvoir, de par notre histoire, notre situation archipélagique, intégrer tout ça dans notre identité régionale pour construire quelque chose dans ce sens et tenir compte de nos langues régionales, de notre culture, de tous ces éléments-là qu'on doit pouvoir mettre dans ce qu'on pourrait dire un package pour justement avoir un projet, un vrai programme touristique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tourisme, je fais le lien volontairement avec cette identité régionale, mais le tourisme ne vient plus simplement pour la plage, le soleil.
Donc nous avons vraiment à construire quelque chose en ce sens et mailler le tourisme avec notre véritable identité régionale, que ce soit sur les langues régionales. Pour l'instant, on a des associations qui militent, mais elles sont éventuellement isolées ou entre elles, mais au niveau de la région, on n'a pas pris en compte ce domaine-là. Oui. Alors, pour aller plus loin dans ce que dit Jean-Jacques Houblon, l'identité régionale, certes, mais en deux volets. À Sentinelle, on a approfondi le sujet en deux volets. L'identité régionale de la Guadeloupe dans la Caraïbe et l'identité régionale de la Guadeloupe vis-à-vis de l'Europe et de la France. C'est-à-dire aujourd'hui, l'identité régionale, et c'est pour ça qu'à Sentinelle Guadeloupe, au Conseil régional, on a prévu d'associer tourisme et culture. Mais Raymond Otto l'a déjà un peu développé. Tourisme et culture ne peuvent pas être séparés. C'est ce qui fait l'identité aujourd'hui de la Guadeloupe et qui fera que les touristes viendront par rapport à notre identité, par rapport à l'Europe et aux touristes européens ou français. Mais il y a également une identité régionale à définir par rapport à nos voisins de la Caraïbe. On ne va pas développer tout de suite parce que je vois que vous prêtez à passer la parole, mais l'identité régionale, alors je développe, l'identité régionale de la Guadeloupe doit s'inscrire également avec les voisins de la Caraïbe. On a eu l'exemple récemment de nos voisins. On a vu quand même toutes les barrières qui s'érigent quand on parle de coopération avec la Caraïbe. Les barrières s'érigent, mais on dit une chose, nous, à Sentinelle, là où il y a la volonté, il y a un chemin. Il y a surtout beaucoup d'apparat, beaucoup de verbiage et rien de véritablement réalisé. Il y a des associations aujourd'hui qui travaillent avec la Caraïbe. Je pense au Coreca qui a des relations permanentes, qui a une vraie expertise sur la Caraïbe. Alors, en dehors de faire quelques conférences de presse et quelques communiqués sur les réseaux sociaux, pourquoi on n'approfondit pas plus ce travail, cette expertise du Coreca ou d'autres qui ont une vraie relation avec la Caraïbe qu'on pourrait utiliser et l'approfondir. Il y a encore d'autres. Hein. Ça, je parle de l'identité régionale dans le cadre de la Caraïbe. L'identité régionale vis-à-vis de l'Europe, ça revient à ce que disait, par exemple, Claudia Colville, et qui rentre un peu dans la gouvernance. Aujourd'hui, on doit être respecté et considéré pour ce que nous sommes. Et on a eu le cas flagrant de cette crise Covid, où nous avons dit en Guadeloupe qu'il y avait possibilité de gérer cette crise différemment, compte tenu de notre environnement, de notre identité régionale, justement. Voilà. Merci, mais n'oubliez pas que vous avez aussi un thème. Ah, oui. Ah, c'était pour mon thème qu'on m'avait lancé. Bien sûr. Alors, voyons. Alors, mais vous aviez tout prévu. La gouvernance. Je n'ai pas fait exprès que vous puissiez tomber. Ah non, ça a été tiré au sort, on a pioché. Mais la gouvernance, ça enchaîne sur tout ce que je voulais dire. La gouvernance aujourd'hui. La gouvernance pour nous, il y a deux choses. Donc, gouvernance, souvent quand on parle de gouvernance dans le cadre des élections régionales, on parle d'évolution statutaire et tout ça. Oui, mais sauf que nous, lorsque nous parlons de gouvernance à Sentinelle, nous parlons toujours de deux volets de la gouvernance. La gouvernance par rapport à l'avenir de la Guadeloupe par rapport au statut, on va y venir, mais la gouvernance de la collectivité régionale. Erika Senoage a un peu abordé le sujet. Aujourd'hui, au Conseil régional, nous allons mettre un certain nombre de mesures dans cette gouvernance locale de la collectivité. Le Conseil citoyen, je ne vais pas revenir là-dessus, avec les citoyens tirés au sort, le principe de bienveillance qu'on a dit qu'on allait tous instaurer entre nous au niveau de la majorité, où l'un veille sur l'autre pour éviter les dérives, parce que souvent, effectivement, lorsqu'un président est devenu omnipotent et qu'il se sent pousser les ailes et plus, on a du mal à l'arrêter. Donc on a vraiment, entre nous, on a beaucoup travaillé, on s'est concerté là-dessus. On a cette charte de bienveillance que nous avons établie, qui consistera, il y aura des rappels à l'ordre, c'est au président ou au vice-président, celui qui va déraper, mais on est tous d'accord là-dessus à Sentinelle. C'est quelque chose qui a été mis en amont, et c'est la raison pour laquelle aussi on n'a pas créé un parti. Parce qu'on n'est pas dans une discipline de parti politique. Nous sommes des citoyens qui arrivons pour dire que nous allons faire autrement. Il serait vraiment dangereux et il serait curieux pour les Guadeloupéens que nous fassions comme l'ancien monde. Concernant la gouvernance, telle qu'on le dit traditionnellement, sur le statut de la Guadeloupe, nous pensons à Sentinelle que les Guadeloupéens ne sont pas aujourd'hui dans des dispositions psychologiques pour reprendre un dossier institutionnel. C'est à chaque élection, nous avons remarqué qu'à chaque élection, c'est
chaque fois le dossier qui est remis au bout du jour, chacun a son statut. Alors j'ai entendu le Parti socialiste, enfin le PS, a un 97.1 qui est sorti d'on ne sait où. Les autres s'arc-boutent sur du 74, du PTOM et tout cela. Nous disons qu'aujourd'hui, on ne va pas fatiguer les Guadeloupéens qui n'ont pas d'eau, qui portent des masques, qui sont obligés d'être harcelés pour être vaccinés avec un problème de statut. Aujourd'hui, oui, mais la loi... Les autres disent que c'est ce qui bloque, non, justement. Non, c'est ce qui bloque, je veux dire ce qui bloque, Madame Boissé. Ce qui bloque, c'est la fainéantise intellectuelle. On n'aime pas l'entendre dire, mais c'est réellement ça. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de docteurs en droit, qui sont, je ne vais pas les citer ici. Aujourd'hui, les différentes lois qui existent dans le cadre de la décentralisation, depuis les actes 1, 2, 3, plus la loi Notré, permet une très large autonomie. Puisqu'il parle d'autonomie, commencez à l'expérimenter pour mettre en confiance les Guadeloupéens. La loi Notré aujourd'hui, plus, je répète, les 3 actes d'évolution de la décentralisation permettent de faire des habilitations et d'expérimentation sur de nombreux domaines qui sont limités dans le temps et qui vont jusqu'à 5 ans, mais s'ils sont couronnés de succès, ils peuvent être reproduits. Pourquoi personne ne l'utilise? Au point que, tellement ils ne sont pas utilisés, il a fallu que Mme Gouraud du Modem, il y a un mois, le 21 avril 2021, a fait passer une loi de facilitation pour faire en sorte que les régions utilisent plus ces lois d'habilitation. C'est de la fainéantise intellectuelle qui est forcément couronné d'un statut. Chaque fois qu'on a un blocage, il faut changer le statut. Ça n'est pas ça la priorité aujourd'hui, et je finis là-dessus, pour dire que ça ne veut pas dire que nous sommes dans un esprit de statu quo. Nous disons qu'il faut ramener de la sérénité ici, ne pas fatiguer les Guadeloupéens avec ça, travailler avec ce qui existe aujourd'hui, ramener de la sérénité. Pourquoi les Guadeloupéens, ensemble, en sérénité, travaillent sur un statut, ce qu'on appelle un statut sui generis, que nous allons mettre en place. C'est un statut qui tienne compte de ce que nous sommes véritablement, là où nous sommes, et pas aller le puiser dans les tiroirs de la France. Merci Éric Coriolan. Nous avons déjà des questions de téléspectateurs, nous avons des appels. Bonsoir, nous vous écoutons. Votre question. Bonsoir à vous, Sentinelle Guadeloupe. Bonsoir. Surtout à M. Coriolan, que j'ai pu entendre lors de ces différentes prises de parole. Alors, je vous appelle toujours de la commune de la Désirade. Alors, ma question habituelle qui revient à tout moment, et là, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas entendu de candidat parler de ça. Comment faire pour la surveillance de nos frontières maritimes? Ça, je n'ai jamais entendu parler, alors, tout en sachant que c'est une compétence régionale. Aucun candidat n'a parlé de ça. Alors, et pourtant, c'est une compétence importante de la région, en synergie avec l'État. Ça, c'en est un. 2, la Guadeloupe est un archipel composé de Marie-Galante, les Saintes-Désirades, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Ça veut dire quoi? Le fait que c'est un archipel, il y a beaucoup de transports maritimes qui se font. Comment se fait-il? Il n'y a pas de dock en Guadeloupe pour recevoir ces bateaux en cas de panne, en cas de révision pour des différents travaux. Ces bateaux sont obligés d'aller jusqu'en Martinique. Alors, ces gens-là, bien souvent, sont pénalisés à tout niveau, c'est-à-dire déplacement, coût du déplacement, sortir de la Guadeloupe pour aller en Martinique, carburant, tout. Alors, à quand la Guadeloupe aura un dock? Vous savez combien de docks il y a en Martinique? Il y a 5 docks. Oui. Et alors, qu'en Guadeloupe, et pourtant la Martinique n'est pas un archipel, la Guadeloupe qui est un archipel n'a même pas un dock. Alors, est-ce que, en cas d'élection, est-ce que vous allez vous y pencher? Merci, monsieur. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Qui veut répondre? Oui. C'est la question du transport. Et justement, on a fait du transport un axe fort parce qu'on s'est rendu compte justement de cette question. Et ce monsieur a raison de le repréciser. On n'a tellement pas visualisé qu'on est un archipel qu'on n'a jamais tenu compte justement de devoir créer. Alors, c'est l'idée, mais en fait, on va voir après comment on rend ça plus lisible pour les téléspectateurs de Canal 10. L'idée, c'est de pouvoir justement exploiter le trafic maritime autrement que ce qu'il fait aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent, la question de la continuité territoriale, c'est toujours posée à nous en des termes de contraintes. Et aujourd'hui, on ne veut plus avoir ce paradigme-là et se dire que
Souvenez-vous, tout à l'heure, on parlait de tourisme, et c'est lié parce que tout est en transversalité. Il faut sortir justement des cloisonnements. Aujourd'hui, la Désirade, c'est l'un des ports de pêche qui produit le plus pour l'archipel de Guadeloupe, contrairement à ce qu'on pense. Pourtant, on va vous dire, oui, à la Désirade, c'est tout petit. Or, ce qui nous pose problème, et ce monsieur a raison, pour 2 raisons essentielles. La première est liée au fait qu'on avait oublié que les 2 ponts, Gabar et l'Alliance, devaient être entretenus, ce qui fait que les gens ne peuvent plus aller à Saint-Martin pour en faire entretenir leur bateau, mais ils sont obligés de partir à Martinique. Mais ça, c'est un dossier qu'on ne va pas soulever là aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que oui, moi je pense qu'il faut créer une agence régionale du transport maritime parce qu'en fait, on a une expérimentation du bateau solaire qu'on a commencé et qu'on ne sait pas aujourd'hui où c'en est. Ce serait intéressant de relancer cette affaire-là pour 2 raisons essentielles. La première, limiter le trafic terrestre, puisqu'on peut se déplacer comme en Martinique via les bateaux. On peut effectivement permettre de désenclaver, puisque lorsque les 2 bateaux qui font la navette à Désirade sont bloqués, et on a eu l'expérience dernièrement avec les Sargasses, où les Désiradiens se sont retrouvés limités sur leur territoire. Merci Raymond Otto. Nous avons un deuxième appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir aux invités sur le plateau. J'en ai quelques-uns d'ailleurs. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc je voulais déjà saluer cette liste parce que c'est sûr, les Guadeloupéens, tout comme moi, je me reconnais à travers tout ce qui est dit, on a vraiment besoin d'une alternance. Et c'est vrai que, bon, je connais pas mal de personnes sur le plateau apparemment, et c'est vrai que ces personnes-là que je connais, donc, ce sont des personnes sérieuses, et c'est vraiment des gens qui sont dans une démarche citoyenne. Et c'est très important pour la Guadeloupe, cette démarche citoyenne, parce que ce qui a plombé la Guadeloupe, puisqu'il y a madame, enfin j'appelle Claudia, qui disait, on lui a posé la question, mais pourquoi on se retrouve dans cette situation? À mon sens, une des réponses, c'est les jeux de parti. Parce que je regarde souvent les positions prises soit par les sénateurs, soit par les députés lors des votes à l'Assemblée nationale, par exemple, et les votes sont toujours pris dans des logiques de parti, sans égard pour les besoins locaux ou pour l'intérêt guadeloupéen. Donc c'est important, la démarche qu'ils ont. Ils sont vraiment sur de bons rails. Et l'alternance que tous les Guadeloupéens attendent, je pense que c'est eux qui la représentent parce qu'il y a d'autres listes. J'ai regardé les autres listes, mais en fait, la particularité de Coriolan, je crois, qui m'a séduit, c'est la progressivité. Je crois que ce qu'il propose, c'est du pragmatisme. Comme avec l'eau, on fait des choses tout de suite, on répond à des problèmes urgents. Avez-vous une question, monsieur, s'il vous plaît? Alors, la seule petite question il faut poser une question, c'est sur l'immigration. J'ai beau regarder, j'ai pas entendu grand-chose sur l'immigration et je sais que les Guadeloupéens se posent des questions sur comment, je ne suis pas contre l'immigration en Guadeloupe, la Guadeloupe a toujours été une terre d'immigration, mais comment ça mérite d'être géré et qu'est-ce qu'ils préconisent, comment ils prévoient de gérer l'immigration à l'avenir. Bonsoir à tous. Monsieur. Bye. Bonsoir. Voilà, Oui, alors, l'immigration. Le fameux thème qui revient de manière traditionnelle aussi pour les élections, c'est très simple. Nous, concernant l'immigration, nous allons faire en sorte, parce que souvent en Guadeloupe, lorsqu'on parle d'immigration, on parle de nos amis de la communauté haïtienne. On ne va pas aujourd'hui ouvrir à nouveau un dossier sur l'immigration. Nous allons demander à ce que les Haïtiens soient organisés en comité représentatif qui discute avec le Conseil régional. Nous voulons un représentant désigné de la communauté haïtienne pour faire en sorte qu'il y ait une harmonisation des relations entre la Guadeloupe et la communauté haïtienne sur des quotas aussi. On va discuter avec eux, mais il faut aujourd'hui un représentant de cette communauté-là qui est la plus importante parce que Haïti est quand même dans une situation économique très difficile et historique même, et on sait pourquoi, on ne va pas revenir là-dessus. Nous disons qu'il faut régler ça dans le calme, dans la sérénité, en demandant à la communauté haïtienne de s'organiser pour qu'il y ait, au-delà du consul qui rend des comptes à l'État français, mais au niveau guadeloupéen, il faut une vraie association qui représente la communauté haïtienne ici, qui soit forte et qui puisse
discuter avec le Conseil régional de Guadeloupe. Nous allons faire en sorte les clandestins qui sont ici. Alors les clandestins, c'est de la compétence de l'État de faire en sorte que les choses soient réglées et que, bon, dans le respect des êtres humains, bien entendu, parce qu'on a vu aussi trop souvent, parce qu'on voulait faire un coup de politique et montrer qu'on était fort, embarquer des gens dans n'importe quelle condition, à n'importe quelle heure de la nuit, faire un avion décoller en charter. Il faut respecter, nous avons affaire à des êtres humains, pas à des bêtes, pas à des marchandises. L'immigration clandestine et sauvage existe parce qu'il y a de la pauvreté quelque part. Souvent, et la France est bien placée pour le savoir, souvent la pauvreté, notamment qui vient d'Haïti, est due au fait que la France n'a pas fait de cadeau à Haïti. Il faut qu'on dise un certain nombre de vérités aux Guadeloupéens. Il faut regarder l'histoire telle qu'elle est aussi. Vous dites, comme certains, la France a pillé Haïti. Je ne vais pas utiliser ces termes de piller et tout. La France n'a pas fait de cadeau à Haïti. On peut développer les termes de manière plus pointue plus tard. Aujourd'hui, la France a un devoir. Et nous allons, parce que nous disons qu'au Conseil régional, nous allons avoir un langage très ferme, très respectueux avec la France. Mais il faut que la France prenne ses responsabilités dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe, pourquoi? Vis-à-vis d'Haïti. Régler le problème de l'immigration avec le concours du Conseil régional de manière plus forte que ça, d'une part. Deuxièmement, quand on revient sur un dossier qu'on n'a pas abordé, mais les sargasses. Il faut que l'État français prenne aussi ses responsabilités dans le traitement des sargasses. Parce qu'en Bretagne, les sargasses sont ramassés à la charge de l'État. Alors on me dira qu'il a été reconnu comme pollution due à... que c'était la cause d'une pollution et qu'on a trouvé une raison pour les faire ramasser par l'État. Aujourd'hui, le budget des collectivités est plombé parce que ce sont les élus guadeloupéens qui ont choisi de faire le ramassage des sargasses. Ça c'est un deuxième point sur lequel l'État devra prendre ses responsabilités aussi. Donc il y a beaucoup de sujets où nous allons mettre l'État devant ses responsabilités, y compris sur l'eau, qu'elle a laissé faire pendant des années les multinationales. Il va falloir aussi qu'elle prenne ses responsabilités pour payer ces tuyauteries-là. Merci Éric Coriolan. Certainement d'autres questions vous seront posées sur ces sujets. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Oui, je vous écoute depuis un moment. Bonsoir. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que la personne qui vient parler dit oui, les Guadeloupéens sont fatigués, c'est pas maintenant. Mais est-ce qu'au moins les politiques ont compris que le problème, c'était le problème du statut? Tant que la Guadeloupe sera un statut départemental, rien ne va bouger. Et ça, tout le monde le sait. Alors, quand ils sont là, ils peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent, tant que les hommes politiques guadeloupéens diront oui, on va faire ci, on va faire ça, il faut aller résolument, et à mon avis, le statut PTOM, comme une des listes le propose, est la seule. Parce qu'au moins, si ce côté le PTOM, on a des voisins, on a des trucs. Là, on sait qu'on aura la responsabilité en Guadeloupe, et toutes les listes disent ah, les Guadeloupéens ne sont pas prêts et tout. Comme vraiment, c'est une pointe pour des enfants. Je vous écoute très franchement. Moi, je pensais qu'on aussi ça poserait quelque chose, mais vous dites exactement pareil que les autres. Le problème de la Guadeloupe, c'est de se donner les outils pour réussir. Et le seul outil qu'il y a, c'est de changer de statut et qu'au moins les pouvoirs soient domiciliés dans ce pays de Guadeloupe. Et merci. Là, on verra ce que les Guadeloupéens sont capables de faire plutôt que de tirer du plan sur la promesse. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est dommage que... Merci. Encore compris votre point de vue. Merci, monsieur. Éric Coriolan. Oui, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure à ce monsieur. Le problème du statut est l'arlésienne et cette espèce de chose qui revient en permanence. Et je répète, et j'assume ce que je dis. Il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes et de listes, effectivement, qui clament le statut comme the solution pour régler les problèmes de la Guadeloupe. Nous disons non aujourd'hui dans le cadre actuel. Il faudra un jour évoluer vers un statut. Aujourd'hui, ce qui existe aujourd'hui permet un large degré d'autonomie en Guadeloupe. Et c'est devenu pratiquement une chimère pour certains de se battre pour absolument un statut. Aujourd'hui, les statuts qui sont proposés sont l'article 74 ou l'article 73 aménagé et un certain nombre de dispositions que l'État français, les gouvernements français, que l'État français a prévues pour ces anciennes colonies. Il n'est pas question que nous rentrions dans ce cadre-là. Il est question que des Guadeloupéens s'assoient,
ne brandissent pas le statut comme une espèce de chimère à chaque élection pour dire que ça bloque. Ce qui bloque, c'est la fainéantise intellectuelle des classes politiques en alternance depuis des années. Aujourd'hui, M. Chalus et M. Lurel, qui l'a précédé, n'ont jamais utilisé toutes les potentialités des habilitations et de l'expérimentation. Ils ne l'ont pas fait, ça existe. Et nous avons des relations à Paris qui nous disent « mais c'est surprenant que personne n'utilise ça ». Pour au moins faire une expérimentation de l'autonomie sur un certain nombre de sujets. On ne l'utilise pas. Et on vient nous brandir un statut. C'est faux. Parce que le PTOM, on veut aujourd'hui prendre un statut absolument avec quel budget, quelle dotation. Quel budget, quelle dotation. Il faut arrêter de tromper les Guadeloupéens avec des chimères. Nous disons, nous avons chacun, à Sentinelle Guadeloupe, nous sommes des citoyens. Nous avons une considération idéologique de la Guadeloupe. Nous savons ce que nous sommes. Nous sommes un peuple guadeloupéen. Nous savons que la Guadeloupe devra évoluer un jour ou l'autre. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller dans la précipitation sous prétexte « ouais, ces statuts-là, il faut changer, ces statuts-là, il faut changer ». Non. Il faut mettre le doigt sur le fait que personne n'a utilisé aujourd'hui tous les aspects. Je ne parle pas de la départementalisation qui est morte. La départementalisation n'existe plus. Lorsque ce monsieur parle de départementalisation, ça s'appelle encore département, mais avec toutes les évolutions des lois qui existent de décentralisation, ça n'est plus le statut départemental de 1946. Nous avons énormément évolué et aujourd'hui, il s'agit de mettre au pouvoir de véritables personnes qui vont utiliser toutes les potentialités d'adaptation et d'autonomie pour arriver à de très larges responsabilités locales sans aller fatiguer les Guadeloupéens avec un statut. Merci Éric Coriolan. Nous avons un autre appel. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, bonsoir Madame Boissé, bonsoir Madame. Monsieur Coriolan et ses policiers. Bonsoir Madame. Je vous appelle de Mornalo. Juste pour vous dire qu'après 52 ans de payer pour la militantisme, je prends un plaisir à écouter l'émission de Mme Boissé avec tout un chacun. Et j'ai du mal encore à faire mon choix pour les régionales parce que trop de choses m'interpellent au niveau des programmes et des audits. Moi, j'ai deux occupations. En ce qui concerne l'illettrisme, le taux d'illettrisme qui est très important au niveau de la Guadeloupe et qui est du ressort de la région pour pouvoir baisser sous ce taux d'illettrisme. Est-ce que vous avez je ne dis pas une potion magique, mais est-ce que vous avez une idée de quand vous serez à la région, de faire quelque chose pour au moins commencer à diminuer et de ne plus faire de constat qui date de Mathusalem, que le taux est trop élevé. Et aussi, donnez-moi un exemple très efficace de votre programme en ce qui concerne une idée que vous avez pour, si vous voulez, réparer ou comment faire évoluer, faire évoluer la santé mentale des Guadeloupéens qui est aujourd'hui très touchée. Peut-être que M. Otto aura peut-être une petite explication. Car j'ai l'impression que beaucoup, par rapport à leur programme, ils oublient, ou alors ils font semblant d'oublier ce problème de santé mentale, et ils utilisent les plus faibles, ceux qui ont du mal à comprendre ce qu'ils disent déjà, et ceux qui ont du mal à cerner les programmes, et ils n'utilisent qu'un nom pour pouvoir arriver à leur fin. Merci, madame. Alors, je vais laisser Raymond répondre sur la partie psychiatrique, mais santé mentale, pas psychiatrique. Mais je vais madame, répondre sur la partie qui concerne l'illettrisme. Nous, à Sentinelle Guadeloupe, nous disons une chose, et vous êtes témoin, Madame Boissé, vous avez connu cette période où nous avions des OMCS un peu partout en Guadeloupe. Nous avions des unités, des structures qui permettaient, d'occuper les jeunes pendant des laps de temps où ils n'avaient rien à faire, et puis il y avait souvent des ateliers de lecture intergénérationnels. Voilà. Nous allons impulser, nous en arrivant à la région, la remise en route de ces instituts. Alors on les appellera peut-être pas au MCS, mais il faut des structures aujourd'hui. Alors, il y a des maisons de quartier, je suis passé à Bémao, ou dans quelle commune, il y a 3 ou 4 maisons de quartier qui sont fermées, qui ne sont pas accompagnées, et qui sont à l'abandon. On a fait des choses, on a abandonné des choses, il n'y a pas eu de suivi. Les gens s'amusent à faire des projets, lancer des choses, arrêter des choses qui existent et qui fonctionnent, et il n'y a rien pour remplacer. Donc pour l'illettrisme, par exemple, il faut vraiment qu'il y ait un tissu associatif qui renaisse
pour que la transmission intergénérationnelle se fasse, pour ceux qui peuvent servir dans l'après-midi de guide ou d'enseignants pour les autres qui sont moins développés, le fassent. Alors nous irons un petit peu plus vite, voilà. Puisqu'il nous reste très peu de temps. Nous récupérons un dernier appel et puis il faudra faire le tour de plateau avec chacun. En fait, rapidement. C'est lié avec l'illettrisme, mais c'est lié avec la formation des hommes. En fait, aujourd'hui, pour répondre à cette dame qui sûrement savait que je m'occupais justement de tout ce qui est bibliothèque mobile et tout ça avec des associations telles que Lire et Faire Lire, aujourd'hui, notre société, il faut qu'on l'interroge sur les choix éducatifs que nous avons faits. La question du boom de la santé mentale en négatif est le fait simplement qu'aujourd'hui, on a une société qui ne permet pas de construire correctement l'homme parce que l'homme n'est plus au centre des préoccupations. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a laissé filer le volet addiction et il faut qu'un jour, qu'on se regarde en face. Ce n'est pas la faute de l'extérieur, c'est nous, dans nos familles, qui avons fait le choix d'appeler ça la fumette. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, que toutes ces addictions, quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau de la conception de l'enfant ou que ce soit dans les usages de ce qu'on appelle l'adolescence, on retrouve effectivement des situations qui sont des déclencheurs. Et j'invite cette dame, avec tout le respect qui est dû à son grand âge, à mercredi prochain, il y a une grande réflexion sur la question des addictions post-confinement Covid. Nous récupérons un dernier appel et puis nous ferons rapidement un tour de table. Bonsoir, je vous demanderai de poser très rapidement votre question, s'il vous plaît. Allez-y. Parfait. Alors, bonsoir l'équipe, bonsoir François Relou. Bonsoir. Je vous appelle, j'appelle le Pointe-Noire et je voudrais juste poser une question concernant la formation. Puisque c'est vrai que je n'ai pas de retour, je ne sais pas si vous avez abordé ce sujet, puisqu'en attente, je n'ai pas entendu. Mais concernant la formation, il y a un sacré problème en Guadeloupe. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que Sentinelle Guadeloupe pense proposer à nos jeunes dans un premier temps. Concernant la mobilité au niveau transport, donc vous avez parlé pour le transport maritime, mais je crois savoir qu'au niveau des organisations de transport terrestre, il y a aussi un certain nombre de problèmes au niveau de ces organisations. Donc qu'est-ce que vous pensez proposer? Merci. Donc déjà, ces deux questions-là. Et en même temps, c'est une félicitation. Nous n'aurons pas le temps de prendre plus de questions. Et je pense que vous êtes probablement l'alternative qu'il faut. Mais pour cela, répondez quand même à cette question. Je vous en prie. Merci. Alors, je vous demanderai vraiment d'être concis, bref, puisqu'il nous reste très peu de temps. Deux questions là. La question du transport terrestre. La formation, il va falloir tout repenser parce qu'en fait, la question que pose ce monsieur, c'est aujourd'hui combien de centres de formation qu'il nous reste. Il nous reste Jarry et le Moule, avec effectivement une offre qui était censée être pléthore, mais qui n'a pas été. La deuxième chose, il faut que la formation corresponde aux besoins en personnel et en main-d'œuvre, en technicité du territoire. Et cela, effectivement, j'aurais préféré que ce soit Jean-Jacques qui en parle, puisqu'il y a eu plusieurs expertises qui ont été faites par le Pôle emploi, mais qui n'ont pas connu, effectivement, d'expérimentation sur le terrain. Donc, ce sera à nous, effectivement, de faire en sorte que nos enfants ne soient pas simplement spécialisés en débroussailleuses ou autres. Merci. Merci. Et puis, vous pourrez rajouter quelque chose lorsque j'arriverai avec vous sur la conclusion. Donc, je vous demanderai d'être bref pour que nous puissions faire vraiment un tour de plateau en termes de conclusion et surtout comment convaincre cette population. Est-ce que vous avez un message particulier pour elle? Je dirais ce soir que il me tient vraiment à cœur de rappeler que l'abstention n'est pas la solution. L'abstention fait le jeu des partis, qu'il est vraiment nécessaire aujourd'hui de prendre conscience et de passer à l'acte en faisant le bon choix, celui d'Éric Coriolan et de Sentinelle Guadeloupe, pour une Guadeloupe qui évolue, une Guadeloupe qui s'épanouit, une Guadeloupe qui se répare. Une Guadeloupe qui se construit, une Guadeloupe qui se répare. Et pour vous, Raymond Houteau? Pour moi, il faut qu'on commence à s'aimer. Et en fait, ça peut paraître assez fleur bleue ce que je suis en train de dire, mais en fait, je crois qu'il faut qu'on apprenne à se nourrir de nos différences et à accepter justement la contradiction, parce qu'on a besoin de tous pour construire ce pays-là, parce qu'on est condamné à réussir ensemble. Et s'il faut dire une phrase pour convaincre les personnes, si vous ne faites pas le choix de Sentinelle Guadeloupe, vous ne faites pas le choix de faire un acte citoyen
et un acte militant, vous n'aurez plus le droit de vous plaindre. Merci Flavie Danois. Mais je dirais un peu comme tout le monde, hein, tous ceux, parce que ce sont les mêmes sentiments que nous avons. À partir du moment, ils ont dit qu'ils connaissent des gens sur le plateau. Donc s'ils connaissent ces personnes-là, ils savent que ce sont des personnes d'engagement. Ce sont des personnes qui ont déjà travaillé pour pouvoir restaurer la Guadeloupe. Et là, aujourd'hui, il ne faut pas faire marche arrière. Il faut prendre le train. Et le train de Sentinelle. Il n'y a que ça, il n'y a que cette alternative où on pourra éventuellement restaurer, réparer, et puis voilà, venez, Sentinelle Guadeloupe, nous sommes là. Merci Rudy Manin. Oui, j'ai entendu dire que le peuple était endormi, que le peuple était atone en gros, et en réalité le peuple était simplement résigné. Il était résigné pour une raison bien simple, c'est qu'il n'avait pas d'alternative. Il sait que les choses ne vont pas bien. Il se rend bien compte qu'il souffre et il avait besoin d'une représentation politique qui le défendait. Jusqu'alors, il n'a pas retrouvé cette représentation politique. N'ayant pas d'alternative, on pensait qu'il s'était endormi. Mais on se rend bien compte aujourd'hui qu'il ne s'est pas endormi. Et aujourd'hui, sur le terrain, on le voit, Sentinelle Guadeloupe semble être l'alternative pour lui, parce qu'il nous le dit chaque jour. Merci, nous poursuivons. Oui, c'est à vous. Donc le mot de la fin, je dirais que mon domaine de prédilection, c'est l'action sociale au niveau de la santé. Et il y a un exemple que j'aime beaucoup prendre quand j'échange avec les gens. Si votre médecin n'est pas bon, si vous ne voyez pas votre santé, votre état de santé évoluer, il faut changer de médecin. Il faut peut-être voir quel avis on vous donnera, quelles sont les propositions, les nouvelles perspectives. Donc si, quand ça va mal avec son médecin, on change pour avoir un autre avis, un autre regard, je pense qu'ici, c'est exactement la perspective que Sentinelle Guadeloupe donne aujourd'hui aux Guadeloupéens. Et à mon avis, c'est le moment de le faire. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes, population guadeloupéenne, satisfaite de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui? Quand ça ne va pas, il faut envisager d'autres perspectives. Et Sentinelle Guadeloupe, aujourd'hui, propose des actions concrètes et des actions qui risquent très probablement de changer les choses de manière très positive. Merci Jean-Jacques Houblon. Oui, juste sur la question de la formation, nous devons co-construire avec les entreprises de la Guadeloupe le plan de formation. Parce que seules les entreprises, in fine, permettent la création d'un pas, donc il faut qu'on sache quels sont leurs besoins. Pour finir, je dirais, un grand homme, Albert Einstein, a dit, on ne peut pas demander à ceux qui ont causé le problème de les solutionner. Donc, chers citoyens de Guadeloupe, ceux qui ont causé le problème ne pourront pas nous apporter la solution. La seule liste capable de réaliser cette chose, c'est Sentinelle Guadeloupe avec Éric Coriolan. Donc, chacun d'entre vous a déjà fait le diagnostic. Vous connaissez les difficultés de la Guadeloupe. Vous vivez ces difficultés au quotidien, comme nous-mêmes en tant que citoyens. Donc, le 20 juin, je vous demande solennellement d'aller voter massivement Sentinelle Guadeloupe pour sauver le pays Guadeloupe. Merci Éric Coriolan. Et très rapidement, pour terminer, je vais un peu paraphraser tout ce qui a été dit. Il faut voter Sentinelle pour commencer à réparer la Guadeloupe. C'est une attitude. Sentinelle Guadeloupe, ça n'est pas un parti politique, c'est vraiment une attitude suite à un constat. Aujourd'hui, que réparer la Guadeloupe, ça consiste à ôter la Guadeloupe des griffes de ce qu'ils appellent l'alternance. On refuse ce mot, que les partis se succèdent les uns les autres au pouvoir. Il faut mettre des citoyens, un esprit neuf, des gens nouveaux, avec de l'expertise. Vous avez eu un peu du projet, mais il n'est pas totalement développé ici. Permettre aujourd'hui à la Guadeloupe de respirer. Il y a une chose qu'on dit souvent dans nos meetings, ni trop plané, nous avons voté Bayo, que nous avons voté Contio, voter Bazot, si moins. Voter pour Sentinelle, c'est voter pour citoyens qu'on vote, parce que nous qu'on est en butin. Et beaucoup de gens nous reprochent notre ferveur. On parle, c'est vrai, de manière assez ferme, mais aujourd'hui, il faut de la fermeté dans l'explication des problèmes et surtout dans l'identification des problèmes. Nom, ça a marché d'Ubout. C'est ça nous apprendre à Sentinelle, c'est ça nous découvrir et c'est ça nous voulons que Guadeloupéens. Femmes qui marché qui, Jean? Nom et femmes, nom de manière générique. Nom
Et femmes qui ont marché double, l'être humain qui a marché double. Et depuis quelques années, il y a besoin d'expliquer nous que le sens de la responsabilité tel qu'un certain nombre d'élus qui a présenté, c'est de ramper à plat ventre. Non, aujourd'hui, il faut donner des modèles à nos enfants, dans le respect de tous, mais en verticalité. Voter Sentinelle, c'est voter pour ça, c'est montrer le chemin, donner un cap à nos générations futures. Merci. Merci, merci mesdames. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, Guadeloupéens, de nous avoir regardés. Je sais que vous êtes friands de ces émissions, mais continuez puisque nous poursuivrons. Et puis, nous vous avons concocté une super soirée électorale. Donc, restez à l'écoute de notre programme. Et puis, de toute façon, ça se passe ici à Canal 10. Donc, ne décrochez pas et nous nous retrouvons donc avec une autre liste demain. Et puis, pour les jours à venir, excellente soirée à tous.